Voici notre dernier chapitre de l'année qui s'intitule Échantillonnage. C'est un chapitre que l'on a déjà évoqué, toutes les notions qui sont dans ce chapitre, nous les avons évoquées dans le chapitre de probabilité. On va ici parler un peu plus de statistiques, mais vous allez voir qu'on va retrouver la loi des grands nombres dont je vous ai parlé. Commençons par le grand 1, échantillon. Je vous lis la définition et je vous l'explique. Vous allez la noter en même temps sur votre cours. Donc, un échantillon de taille n est la liste des résultats obtenus lors de n répétitions indépendantes de la même expérience aléatoire. Donc, nous allons répéter n fois la même expérience aléatoire. Par exemple, on va lancer 10 fois un dé, 100 fois un dé, 1000 fois un dé. On aura un échantillon de taille 10, 100, 1000 avec la liste des résultats que l'on aura obtenus. Si on lance 1000 fois une pièce de monnaie, eh bien, on aura 1000 résultats, pile, pile, face, pile, face, pile. On aura un échantillon de taille 1000 de cette expérience. Un échantillon de taille n est la liste des résultats obtenus lors des n répétitions indépendantes, il ne faut pas que la suivante dépende de la précédente, de la même expérience aléatoire. Alors des exemples. Premier exemple, sur l'ensemble des cartes à puces produites par une entreprise en une semaine, on va en prélever 200. On dit que cet ensemble de 200 cartes à puces constitue un échantillon de taille 200 de la population de toutes les cartes à puces produites en une semaine. Donc ici, vous voyez qu'on reparle de population, c'est-à-dire qu'on est dans un chapitre de statistiques. Une population, c'est l'ensemble que l'on étudie. Mais parfois, on ne peut pas étudier tous les éléments de l'ensemble. Donc on va en prélever une petite partie. C'est là que l'on retrouve le lien avec le mot échantillon que vous connaissez dans la vie courante. Par exemple, un échantillon de parfum, c'est un petit flacon, une petite partie du parfum. Et donc, un échantillon de taille 200, c'est une petite partie de la production. Donc ici, on est dans une entreprise, on veut voir si les cartes à puces sont bien produites, s'il y a des défauts, etc. Eh bien, on ne va pas examiner toutes les cartes. On va en prélever un petit peu, on va regarder quels sont leurs défauts, et on va étendre nos résultats à l'ensemble des cartes à puces. C'est le cas aussi si on s'intéresse à la population en âge de voter dans un pays. On s'intéresse donc dans le deuxième exemple, on s'intéresse aux intentions de vote d'une élection. On veut sonder 1000 personnes en leur demandant leur intention de vote. On ne va pas demander à toutes les personnes en âge de voter pour qui ils vont voter, pour savoir ce qui va se passer le jour de l'élection. Donc on fait ce qu'on appelle un sondage et on sonde 1000 personnes en leur demandant leur intention de vote. On a donc un échantillon de taille 1000, dont les résultats sont pour qui ils vont voter. Troisième exemple, on lance une pièce de monnaie 50 fois de suite et on note les résultats obtenus, pile ou face. L'ensemble de ces résultats constitue un échantillon de taille 50. Bien sûr, si on répétait pour ces trois expériences à nouveau l'expérience, si on prélevait à nouveau un échantillon de taille 200, on n'aurait pas le même nombre de défauts. Si on interrogeait 1000 autres personnes, on n'aurait pas exactement les mêmes réponses. Et si on relançait notre pièce de monnaie encore 50 fois de suite, on n'obtiendrait pas exactement les mêmes piles ou faces. Donc sur plusieurs échantillons de même taille, la fréquence du caractère que l'on observe, donc pile ici, ou pour qui on va voter, ou quel est le défaut de la carte à puce, eh bien, cette fréquence de caractère varie d'un échantillon à l'autre. C'est ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. Donc, ça se comprend très bien lorsqu'on fait l'expérience d'un lancer de pièce. On lance une pièce de monnaie 50 fois de suite et on note les résultats obtenus. On a donc un échantillon de taille 50. Et on répète ces 50 lancers 4 fois. Donc, je l'ai fait sur Excel. On pourra regarder ça ensemble. Donc, j'ai lancé ici ma pièce 50 fois, j'ai obtenu 30 piles et 20 faces. Je la lance une deuxième fois, j'obtiens 26 piles et 25 faces. Une troisième fois, j'obtiens 35 piles et 15 faces, etc. Bien sûr, on n'obtient pas le même échantillon. C'est ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. Grâce à ces échantillons, on va essayer d'estimer
la proportion du caractère que l'on observe dans l'ensemble de la population. Par exemple, ici, je lance 50 fois ma pièce de monnaie et j'aimerais bien savoir si elle est équilibrée ou pas. Eh bien, vous vous souvenez de ce qu'on a fait en probabilité. On a dit que quand on répétait un très grand nombre de fois une expérience, on se rapproche de la probabilité théorique. C'est comme ça qu'on choisissait des modèles. Et c'est comme ça ici que l'on va faire de l'estimation. Donc, grand 2, estimation. On va ici, excusez-moi, on va ici parler à nouveau de la loi des grands nombres. Donc, on considère une expérience aléatoire à deux issues. Alors, ça peut être pile ou face, hein, je les ai appelés x1 et x2, de probabilité p pour la première, et bien sûr 1 moins p pour la seconde, puisqu'il faut que la somme des probabilités fasse 1. Et on va constituer des échantillons de taille n. Et on va calculer la fréquence d'apparition de l'issue x0. Par exemple, on lance une pièce de monnaie, on la lance 1000 fois, on a un échantillon de taille 1000, et on va calculer la fréquence d'obtention de pi. Eh bien, plus la taille des échantillons est grande, plus n est grand, moins il y a de fluctuations d'échantillonnage, donc plus les résultats se ressemblent, et plus la fréquence est proche de la probabilité p. Donc, si vous lancez un très grand nombre de fois une pièce de monnaie équilibrée, vous tomberez bien, à peu près une fois sur deux sur pile, à peu près une fois sur deux sur face. Si vous la lancez que 10 fois, ce ne sera pas le cas. Si vous la lancez 50 fois, ce sera un peu plus le cas. Si vous la lancez 10 000 fois, vous aurez un résultat proche de 5000 pour pile et proche de 5000 pour face. Donc, on considère que n est assez grand lorsque n est supérieur à 25. Et on va, lorsqu'on regarde des événements de probabilité pas trop grande ou pas trop petite, c'est-à-dire dans la probabilité comprise entre 0,2 et 0,8, eh bien, pour 95% de nos échantillons de taille n, la différence entre la fréquence et la probabilité est plus petite que 1 sur racine de n. On va regarder ça tout à l'heure. Vous regarderez ça. Alors, dans le cours sur le site, il y a un fichier tableur qui s'appelle simulation de lancer de dés, que vous pouvez aller voir, mais je vais vous faire une petite vidéo dessus. Propriété. Donc à partir de là, on va voir comment on estime un résultat dans la population totale. Donc on considère une expérience aléatoire à deux issues, et cette fois-ci, on ne connaît pas leur probabilité. On ne sait pas si la pièce est truquée ou pas. On va constituer un échantillon de taille n, sur lequel on va calculer la fréquence de l'issue x1, par exemple. Eh bien, f, la fréquence, sera une valeur approchée de la probabilité d'obtenir x1. C'est ce qu'on appelle une estimation. Donc, imaginons, par exemple, on a une ville où il y a 10 000 votants. Et on réalise un sondage sur un échantillon représentatif de 1100 habitants, en âge de voter. Alors, quand on dit un échantillon représentatif, ça veut dire qu'on fait attention quand on constitue l'échantillon, qu'il représente la ville au niveau de l'âge, au niveau des classes sociales, etc. Et lors de ce sondage, 517 personnes envisagent de voter pour le candidat A. Ça veut dire qu'on a une fréquence, on estime que le candidat A devrait avoir à peu près une fréquence de vote de 0,47, c'est-à-dire de 47%. Eh bien, on pourra estimer que la probabilité qu'il gagne est environ de 47%. C'est-à-dire que 47% des votants environ donneront leur voix au candidat A. Bien sûr, ce n'est qu'une estimation. Et souvent d'ailleurs, on obtient des intervalles d'estimation. Plutôt, alors c'est vrai que les médias vous donnent plutôt le 47%, mais en fait, ce que l'on obtient, c'est un intervalle à plus ou moins 3%, donc ici entre 44 et 50% pour ce candidat. En fait, l'intervalle vient d'ici. Vous vous souvenez que quand on a la valeur absolue de deux nombres qui est inférieure ou égale à un autre nombre, cela veut dire que la distance entre f et p est plus petite que 1 sur racine de n. Donc en fait, on a cet intervalle-là, on a p moins 1 sur racine de n, ça c'est la distance, je la rajoute et je l'enlève, p plus 1 sur racine de n, et votre fréquence est comprise dans cet intervalle. On a aussi le contraire, puisque c'est la distance entre f et p. On peut avoir la fréquence ici. Voilà. Et au milieu, puisqu'on peut aussi se placer à la fréquence, dire je prends la distance à la fréquence.
et notre probabilité P sera comprise entre P-1 sur racine de n et P plus 1 sur racine de n. Voilà, je vais m'arrêter là. Nous verrons la simulation de l'expérience aléatoire avec Python lorsque vous reviendrez.